Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. D'abord, les titres du journal. L'Office burundais des recettes, Aubert en sigle, a réalisé un rendement satisfaisant malgré quelques cas de fraude qui s'observent lors de la perception des impôts et taxes. Alors que chaque année, le monde célèbre le 3 décembre la journée internationale dédiée aux personnes vivant avec un handicap, le centre Marahabaat a organisé aujourd'hui les cérémonies de lancement officiel des activités du projet pour une formation musicale et apprentissage artistique pour l'autonomisation financière des artistes handicapés. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore. L'Office burundais des recettes, Aubert en sigle, a réalisé un rendement satisfaisant malgré quelques cas de fraude qui s'observent lors de la perception des impôts et taxes. Cela a été annoncé par le commissaire général de l'OBR, Jean-Claude Manirakiza, lors de la célébration de la journée dédiée aux contribuables. La productivité au sein de l'Office burundais des recettes, Aubert en sigle, est satisfaisante. Cela a été annoncé par le commissaire général de l'OBR, Jean-Claude Manirakiza, au moment de la célébration de la journée dédiée aux contribuables, ce 3 décembre 2024. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda ikigo kibaho cari gifise ihangiro ry'imiliyaridi amajana atanu. L'Office burundais des recettes existe depuis 2009. Le BR avait un objectif de collecter 301 milliards d'impôts et taxes. Et en 2014, après 5 ans, le BR avait collecté 656 milliards. Et après 5 ans, en 2019, on avait atteint 990 milliards. Et après 5 ans encore, on avait l'objectif de collecter 1981 milliards. Et cette année, nous devons atteindre 2544 milliards. Ihangiro ryari imiliyaridi igihumbi n'amajana icenda na mirongo umunani n'umwe. Ubu muri uno mwaka turiko dukorera ku ihangiro ry'imiliyaridi ibihumbi bibiri n'amajana atanu na mirongo ine n'ine. Le ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique du Burundi, Audace Niyonzima, a suggéré des moyens d'augmenter le rendement. Umugwi wa mbere rero n'abatanga kori bakunda igihugu bakora bitanga batanga ikori neza bakurikirana amategeko. Premièrement, nous félicitons les contribuables qui obéissent à la loi fiscale. L'exonération, ce n'est pas un droit, c'est un avantage que bénéficie une entreprise pour avoir une base solide. Une entreprise peut passer 10 ans tout en exigeant une exonération. Cette entreprise qui passe cette période sans donner de l'impôt, comment fonctionne-t-elle? C'est qu'elle est en faillite. La journée dédiée aux contribuables a été célébrée cette année sous le thème Dutange neza ikori n'amatagisi dushike ku gihugu cifashe. Le 3 décembre de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée aux personnes vivant avec un handicap. Le centre Marahabaat a organisé aujourd'hui les cérémonies du lancement officiel des activités du projet pour une formation musicale et apprentissage artistique pour l'autonomisation financière des artistes handicapés. Les détails avec Patrick Hatangiman. Je salue cette initiative de ce centre d'art Marahaba de penser à la promotion des talents des personnes handicapées. J'adresse mes sincères remerciements à M. Chaban et ses partenaires, y compris le Tout-Puissant, qui lui a inspiré pour s'intéresser aux personnes handicapées. Au début, je voyais que les notions de peinture me seraient difficiles à apprendre. Pour le moment, j'apprécie mon niveau.
Les personnes vivant avec un handicap méritent d'être soutenues pour la promotion de l'état en vue de contribuer pour leur autodéveloppement. Cela a été dit ce 3 décembre 2024 lors des cérémonies du lancement officiel des activités du projet du Centre d'art Marahaba visant une formation musicale et apprentissage artistique pour l'autonomisation financière des artistes handicapés. Mundula Issa, représentant la Fondation pour la coopération et le développement de l'État de Bade-Württemberg en Allemagne, qui a enseigné ces jeunes vivant avec un handicap les notions sur l'art de peinture, il serait l'initiative de Marahaba Art Center de promouvoir les talents des personnes handicapées et témoigne que ce projet a été une étape importante. Alors la SEZ a financé le projet de Marahaba Art Center parce qu'elle a reçu cette idée de projet qui vient d'eux pour l'autonomisation financière des personnes vivant avec handicap. Ça se trouvait dans la ligne de financement pour l'année 2023 et nous l'avons financé comme d'autres projets. C'est un des projets qui a été financé parce que c'est une très bonne idée. Nous ne forçons pas nos partenaires, nous prenons leurs idées et si c'est possible, nous les finançons. Quant à Binani Dani, alias Dani Kassembe, qui a enseigné ces jeunes vivant avec un handicap, il serait l'initiative de Marahaba Art Center de promouvoir les talents des personnes handicapées et témoigne que ce projet a été une étape importante. L'apprentissage a été une étape importante. Ils ont déjà appris 3 cours. L'un sur le mixage des couleurs, l'autre sur le design des lettres et le cours de dessin d'une image qui parle. Si une personne handicapée est assise à la maison sans l'emploi, il perd son temps alors qu'il peut s'unir aux autres pour créer l'emploi. Par exemple, en faisant la peinture. C'est un art facile et rapide, même pour celui qui a un handicap de jambes. Ça ouvre des opportunités vers la promotion de les œuvres à travers les expositions. Rappelons que le 3 décembre de chaque année, le Burundi, comme le monde entier, célèbre la journée internationale dédiée aux personnes handicapées. Nous continuons avec la page éducative. Il est important d'inclure dans l'enseignement scolaire des leçons de lutte contre les malversations économiques. C'est ce qu'affirme le vice-président de l'OLUCOM, Juvenal Nirandekura. Reportage de Brenda Kelly, Ilambon. Une éducation devrait être dispensée sur le danger de la corruption dans différents appartements et même des cours devraient être organisés dans les écoles sur les dangers de la corruption. Cela a été dit par Juvenal Nirandekura, le vice-président de l'OLUCOM, dans un débat organisé par l'OLUCOM ce mardi le 3 décembre. Le premier remède pour la corruption, c'est l'enseignement. Enseignons partout dans différentes institutions. Après avoir appris que la corruption est mauvaise et qu'il a de mauvaises conséquences, lui aussi, il va enseigner aux autres dans l'avenir que la corruption est mauvaise. Il y a beaucoup de réunions qui se passent, mais on oublie toujours des sujets concernant l'enseignement aux jeunes sur la corruption et ses conséquences néfastes pour le développement du pays. Dans les sociétés et entreprises, avant n'importe quelle réunion, il faut d'abord enseigner à propos de la corruption. De même, pour les églises, ou même la Bible le dit, le prêtre doit prendre un moment pour enseigner aux fidèles à propos de la corruption. Cet enseignement va continuer même jusqu'à la maison. Pour un père de la famille, si tu acceptes d'être corrompu, tu ne pourras jamais enseigner à ton enfant les méfaits de la corruption. Tu devrais éduquer les conséquences de la corruption pour qu'il grandisse en sachant que la corruption est un péché. Le remède, c'est des enseignements fournis aux jeunes. Nous demandons que le ministère en charge de l'éducation met en avant des cours qui enseignent la corruption et ses inconvénients. Il y a éducation. Comment Juvenal Nirandekura fait appel aux jeunes à utiliser leur tête et de travailler dur pour manger ce qu'ils ont cherché légalement.
iryo ni rya tunga rikuva ko C'est un mauvais comportement de manger ou d'être propriétaire d'une chose que tu n'as pas cherché également. Je conseille tout le monde, surtout les jeunes, de s'habituer à utiliser les réflexes et l'intelligence pour avoir des choses bénies dans leur vie. Les jeunes d'aujourd'hui s'imitent entre eux en disant « je veux être comme celui-ci ou celui-là ». Ils font des choses pour être comme l'autre sans savoir ce que l'autre a fait pour être dans cette position et veulent être comme l'autre par force et acceptent d'être corrompus. Je conseille ces jeunes de manger et d'être propriétaires de choses qu'ils ont cherchées régulièrement. bamenyere gukoresha umutwe amaboko eka mbere n'amaguru abereye baja gukura bizobabeshaho. Parmi les contributions apportées par les représentants des diverses organisations figure la nécessité pour les jeunes de former des groupes anticorruption, la création de sites web pour aider les jeunes à signaler la corruption, la création de guides pour éduquer les jeunes sur la lutte contre la corruption et la création de groupes dans les écoles pour protéger les étudiants en cas de cette situation. Je vous prie de suivre l'actualité internationale. Commençons notre actualité internationale au Guinée où, lors d'un match de football organisé en soutien au général Mamadi Doumbouya, une bousculade a éclaté, faisant état de plus de 50 morts. Selon les témoins sur place, tout se déroulait normalement dans son match de la finale du championnat Mamadi Doumbouya, organisé par l'Alliance des jeunes de la forêt, un groupe de soutien au général Doumbouya qui a renversé en 2021 le président Alpha Condé. Ceci jusqu'à ce qu'un penalty soit sifflé contre l'équipe locale vers la fin de la rencontre. C'est alors qu'une rixe éclate entre les joueurs, ce qui a entraîné des jets de pierre provoquant des bousculades mortelles, explique un communiqué du gouvernement publié ce lundi en fin de matinée par le Premier ministre Amadou Ouliba. Les scènes de violence sont assez récurrentes dans les stades en Guinée, notamment lors du championnat de première division. La presse locale en fait régulièrement cas dans ses colonnes. En juin dernier, le problème a suscité l'inquiétude du président de la Ligue guinéenne de football professionnel, Lucien Bendou Guilao, qui a reconnu que la source du problème est complexe. Il est difficile d'éradiquer complètement la violence dans les stades, mais il est important que nous mettions tous les moyens disponibles à notre niveau pour réduire au maximum les incidents. Il est vrai que la manière dont les stades sont construits peut jouer un rôle dans la canalisation de la violence, avait-il expliqué dans la presse guinéenne. Rendons-nous à présent en Syrie où, après avoir perdu le contrôle d'Alep, le régime syrien, appuyé par l'aviation russe, a mené des raids contre des positions d'insurgés qui ont provoqué la mort de 11 civils, dont des enfants. Ces raids ont été menés après la perte de la ville d'Alep par le régime lors d'une offensive des insurgés, a indiqué une ONG. Dimanche déjà, des frappes meurtrières avaient ciblé Alep et Idlib. Celle de ce lundi visait donc une nouvelle fois Idlib, ciblant notamment la ville éponyme en cas de déplacés, a indiqué le SDH. Ces raids menés par le pouvoir syrien et ses alliés russes est une réponse à une offensive fulgurante le 27 novembre des factions rebelles syriennes et du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham. Une offensive qui avait permis à cette coalition de combattants anti-gouvernementaux de prendre des dizaines de localités, mais surtout de prendre le contrôle d'Alep, ce qui n'était jamais arrivé depuis le début de la guerre en 2011. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne BTV.